Encore quelques petites minutes. Monsieur le Premier ministre fait installer les micros. Il devrait faire son entrée dans les secondes qui suivent. Merci d'avoir ajusté vos téléphones.
Voilà, l'annonce est faite. Le Premier ministre effectue son entrée dans la salle. La conférence de presse commence donc. Après les civilités de M. le Premier ministre à ses invités, les membres du gouvernement, les représentants de la société civile, les représentants des organisations internationales, les médias, fin de civilité, Monsieur le Premier ministre prend maintenant place. Voilà. Le temps pour les preneurs d'images de faire quelques photos. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le photographe. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le photographe et monsieur le caméraman. Merci de libérer cet espace, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sanogo Bakari, conseiller spécial du Premier ministre, directeur de la communication à la primature. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour échanger avec lui poser des questions sur les préoccupations des Ivoiriens. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, presque au grand complet, mesdames et messieurs les membres du cabinet de Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux et représentants des institutions internationales, du secteur privé, de la société civile aussi. Mesdames et messieurs, merci de votre intérêt pour l'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, encore une fois, merci de votre disponibilité pour cette interaction avec les médias. Une fenêtre pour expliquer ce que vous et votre équipe qui vous entoure ce matin faites pour améliorer le quotidien des populations ivoiriennes, pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Et aussi, au-delà des questions de l'heure, de l'immédiat, pour présenter les perspectives de développement et les ambitions de ce pays. Certaines questions viendront d'ici et d'autres des réseaux sociaux. La conférence, Monsieur le Premier ministre, étant en ce moment en direct sur le cyberspace. Nous terminerons par un cocktail après la séance de photos de famille. Sur ce, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous inviter pour vos propos liminaires. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en particulier monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs les partenaires au développement, mesdames et messieurs les membres des organisations professionnelles et de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve tous à l'occasion de cette conférence de presse bilan.
Dans le même esprit que les précédentes, il s'agit d'un moment d'information important au cours duquel le programme social du gouvernement et naturellement notre actualité politique et sociale. Et enfin, je répondrai donc à vos questions. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire a enregistré de 2012 à 2018 un taux de croissance économique annuel moyen de 8,6% contre 0,8% de 2000 à 2010. Cette dynamique impulsée par des investissements et des réformes stratégiques a permis d'améliorer significativement les indicateurs socio-économiques. Ainsi, le PIB par habitant a augmenté de 33% de 2010 à 2017, passant de 560 300 francs CFA à 745 200 francs CFA. Le niveau des dépenses pro pauvres est quant à lui passé de 885,2 milliards de francs CFA en 2010 à 2290 milliards de francs CFA en 2018. Cela a permis d'inverser la tendance haussière de la pauvreté enregistrée de 1984 à 2011. En effet, sachez que le taux de pauvreté est passé de 10% en 1984 à 38,8% en 1998 et 48,6% en 2008 pour s'établir à 51% en 2011. Il a baissé à partir de 2012 pour ressortir à 46,3% en 2015 et devrait se situer en deçà de ce niveau donc en 2018. Des enquêtes sont en cours actuellement pour nous donner les chiffres de l'année 2018. Cette performance économique et sociale remarquable ne pouvait être imaginée à la sortie donc, de crise. En effet, à l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Alassane Ouattara, en avril 2011, les défis étaient considérables. Restaurer la paix et la sécurité, renforcer la cohésion sociale et initier la réconciliation nationale, et enfin relancer urgemment notre économie. À ce titre, en 2012, le gouvernement a élaboré le Plan national de développement 2012-2015 avec pour objectif de doter notre pays d'infrastructures de base dans les secteurs du transport, de l'énergie, de l'approvisionnement en eau potable, de la santé, de l'éducation, etc. Ce PND d'un montant de 11 000 milliards de francs CFA a intégré une forte dimension sociale. Ces efforts ont permis d'enregistrer des progrès notables en termes de restauration de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la relance de l'outil de production. Par ailleurs, la bonne tenue des cours de nos principales matières premières au cours de cette période, café, cacao, anacarde, a permis de transférer des ressources importantes vers les populations en milieu rural. Les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En outre, la hausse du SMIC, qui est passée de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2014, et le déblocage du salaire indiciaire des fonctionnaires et agents de l'État en 2015 ont contribué au renforcement du pouvoir d'achat des populations. Sur la base de ces acquis, le second PND d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA, actuellement en cours d'exécution, vise à consolider la dynamique de croissance en la rendant encore plus inclusive. Ainsi, la mise en œuvre des deux PND permet de positionner et de maintenir notre pays dans une dynamique de forte croissance
tout en garantissant un cadre macroéconomique de qualité et une forte attractivité des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Ces performances économiques sont enviées par de nombreux pays. Le gouvernement est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes cependant conscients que cette année de croissance soutenue ne permet pas d'effacer le lourd passif social laissé par plusieurs années de crise. Les attentes des populations restent encore nombreuses. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, aussi, c'est à l'occasion de son adresse solennelle à la Nation, le 31 décembre 2018, que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes afin que les conditions de vie des populations soient encore plus impactées par les efforts de l'action gouvernementale. C'est à ce titre que le programme social du gouvernement a été adopté en Conseil des ministres dès les tout premiers jours de l'année 2019. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui ont d'ailleurs été présentées déjà par le chef de l'État. Et pour ces 12 actions phares, elles représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durables. En fournissant aux populations des services de santé de proximité et en améliorant la protection sociale, en renforçant les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, en améliorant les conditions d'études et de vie des étudiants, en renforçant l'accès au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport et aux biens de grande consommation, en permettant aux femmes et aux jeunes de notre pays d'avoir accès à des revenus ainsi qu'à un emploi décent et stable, en créant de meilleures conditions de vie des populations en milieu rural et en garantissant la sécurité alimentaire. Quels sont les niveaux d'intervention du programme social du gouvernement que nous appelons PS-Gouv? Au niveau de la santé et de la protection sociale, le programme social du gouvernement prévoit notamment le renforcement de la gratuité ciblée, le renforcement du programme de vaccination, l'opérationnalisation de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle et enfin l'augmentation du nombre de bénéficiaires du projet de filets sociaux. En ce qui concerne la couverture maladie universelle, les prélèvements commenceront fin juillet 2019 de sorte à rendre les prestations effectives dès le 1er octobre 2019. À cet effet, le gouvernement a renforcé l'exécution de son programme de réhabilitation des centres de santé afin de rendre opérationnels 725 centres de santé au démarrage de la CMU. À ce jour, 1 800 000 bénéficiaires ont déjà été enrôlés, dont plus de 32 000 indigents. Pour ce qui concerne les filets sociaux, l'intensification et l'augmentation du nombre de bénéficiaires dans le cadre du programme social du gouvernement permettra de passer de 50 000 ménages en 2018 à 100 000 ménages en 2019 pour atteindre le nombre de 125 000 ménages en 2020, soit 750 000 personnes bénéficiaires directes sur l'ensemble du territoire, et ceci tant en zone rurale qu'en zone urbaine. Au niveau des conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans,
Le programme social du gouvernement renforcera les efforts en cours pour l'amélioration des conditions d'études et d'encadrement des élèves à travers le recrutement exceptionnel de 10 300 jeunes diplômés, dont 5 300 instituteurs adjoints, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée. D'ici fin 2020, ce sont les écoles du primaire et du secondaire qui bénéficieront de 500 000 tables bancs. Comme je vous le disais, nous sommes déterminés à améliorer les conditions de vie de tous, et notamment des jeunes. Au niveau de l'accès au logement, à l'énergie, à l'eau potable et aux biens de grande consommation, les efforts du gouvernement seront renforcés, notamment avec la baisse du tarif social de l'électricité de 20% du prix du kilowattheure, dont bénéficient déjà environ 850 000 familles à faible revenu, et ceci depuis janvier 2019. La poursuite du programme Électricité pour tous, qui permet le raccordement des populations au réseau électrique pour seulement 1 000 francs. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce raccordement sera pris en charge par le gouvernement pour 400 000 ménages. La réhabilitation de 23 000 pompes hydrauliques, dont plus de 17 000 en exploitation en milieu rural à travers tout le pays. Afin que les jeunes et les femmes de notre pays aient accès à des revenus plus décents et plus stables, le programme social du gouvernement prévoit le renforcement du programme d'autonomisation des femmes, le renforcement des missions de l'Agence Emploi Jeunes. Ainsi, sachez que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter la recherche du premier emploi pour les jeunes diplômés à travers l'identification en ligne des jeunes diplômés en quête d'emploi sur le site Internet de l'Agence Emploi Jeunes. L'amélioration de la couverture territoriale des bureaux de l'Agence Emploi Jeunes. Une meilleure orientation des jeunes diplômés vers les programmes de développement de compétences, l'emploi salarié ou l'entrepreneuriat pour la création d'entreprises. Notre jeunesse est le moteur de la création de la richesse nationale. Nous sommes fermement engagés à poursuivre nos efforts, à privilégier leur bien-être et promouvoir l'excellence. Par ailleurs, la modification récente du décret régissant la formation par apprentissage permettra aux jeunes non diplômés de se former au métier de leur choix et de rejoindre plus rapidement le monde du travail. Au niveau de l'accès au logement, le gouvernement achèvera en septembre prochain les travaux de construction de voiries et de raccordement au réseau d'électricité et d'eau afin d'accélérer la mise à disposition des logements sociaux déjà construits aux différents acquéreurs. Le gouvernement veillera par ailleurs à l'application des dispositions de la loi sur le bail à usage d'habitation. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nos défis restent nombreux, à l'image des enjeux de notre pays. C'est pourquoi je devrais en appeler à la responsabilité de tous, car c'est ensemble que le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des citoyens est possible. Il s'agit d'une mission commune que nous devons porter ensemble. Tous les acteurs de notre pays ont un rôle clé à jouer. Gouvernement, secteur privé, secteur public, société civile, partenaires au développement. À ce titre, je tiens à saluer les enseignants du primaire et du supérieur pour la reprise effective des cours à l'issue des négociations avec leur ministère de tutelle. Je voudrais encourager les derniers enseignants du secondaire à lever leur mot d'ordre de grève à l'issue de leur assemblée générale prévue le samedi 23 mars prochain, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Les discussions se poursuivront,
dans le nouveau cadre de négociation mis en place dans l'esprit de la trêve sociale signée en août 2017. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire aborde un virage important de son développement économique et social. C'est ensemble que nous pourrons maintenir, voire renforcer, la dynamique créée depuis 2012. Au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, notre patrie commune, qui reste indivisible. Le président de la République a donné une impulsion forte à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, particulièrement à travers les importantes décisions prises le 6 août 2018 concernant l'amnistie accordée aux prisonniers de la crise post-électorale. Par ailleurs, sachez que les consultations sont en cours avec l'ensemble des forces politiques et la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ceci afin de garantir le bon déroulement du processus électoral et ainsi consolider notre démocratie. Après les premières réunions qui se sont tenues en janvier 2019 et après réception des contributions des uns et des autres, nous reprendrons les discussions au cours de ce mois de mars. Les enjeux politiques ne doivent pas être un obstacle à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La recomposition du paysage politique en cours ne doit pas inquiéter. C'est tout le sens du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont le congrès constitutif s'est tenu les 25 et 26 janvier avec un succès sans précédent. Le RHDP répond au besoin de consolider la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans la diversité, mais avec une convergence vers l'idéal de paix et de prospérité prôné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. En tant que chef du gouvernement issu de cette grande formation politique, je me réjouis du renforcement de cette majorité au niveau des collectivités décentralisées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, dont je voudrais féliciter le président Amadou Soumaoro pour sa brillante élection. Cette majorité renforcée facilitera la remontée des préoccupations des populations sur toute l'étendue du territoire, de sorte à rendre le développement économique et social de notre pays davantage inclusif. Pour terminer, je voudrais réaffirmer notre détermination à œuvrer pour la stabilité durable de la nation et notre engagement à améliorer le quotidien de tous nos compatriotes. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos et lancer nos échanges que je souhaite ouverts et fructueux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez si bien dit, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, de nombreuses actions ont été réalisées depuis 2011 en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, et notamment en milieu rural, vous l'avez dit tout à l'heure. Après donc vos propos liminaires, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en vidéo et en quelques 3 minutes, juste un pan des nombreuses actions du Président de la République, de vous-même et de toute l'équipe gouvernementale, des actions qui changent positivement la vie des populations à travers le pays, notamment en zone rurale. Régis, s'il vous plaît.
le président de la République a donné des instructions fermes en vue de renforcer l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. L'objectif étant que les populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Il s'agit pour nous d'une priorité absolue. Tout le monde est content dans le village grâce au château qu'on nous a donné. Je suis heureux d'avoir procédé ce jour à l'ouverture de cette vanne qui va soulager environ 40 000 personnes au niveau de Gagnoire. Regarde, quand je me lève le matin, je remplis mon basique. Je suis fier. L'État a été entièrement à la hauteur. Je remercie le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République d'avoir éclairé mon village. Djala a changé complètement. Ça fait des années, vraiment on pleure à cause de cette lumière. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. On comptait là certains 1000 francs. J'ai suis débrouillé pour donner 1000 francs, on m'a donné un compteur. Maintenant, aujourd'hui, ça me rapporte beaucoup de choses. C'est 4 millions de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la capacité d'accéder à l'électricité avec ce projet. Mais façon que la lumière est primordiale pour toute localité, l'école en est plus que ça. La construction de cette école était très bénéfique pour nous parce que c'est à proximité de notre domicile. Comme tout le monde le sait, Monsieur le Président de la République a toujours donné la priorité à l'éducation et à la formation. Aujourd'hui, avoir un centre de santé pour le canton Ouattara-Togo, c'est vraiment une fierté. Le nouveau-né est bien portant, la mère en bonne santé, c'est l'objectif. Félicitations. C'est un grand plaisir donc pour moi d'être ici à Bouaké pour le lancement des travaux du tronçon Tiébissou-Bouaké. Nous sommes quand même heureux que les travaux se déroulent comme... Le Premier ministre, c'est Philippe Nadeau pour le quotidien L'Expression. J'ai deux questions relatives au Sénat. La première, c'est pourquoi avoir transféré les prérogatives du Sénat à l'Assemblée nationale? La seconde, c'est il y a une rumeur qui annonce le départ de M. Aoussou Jeannot de la présidence du Sénat parce qu'il n'est pas RAGP. Qu'en est-il réellement? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Gaumont Edmond de Notre Voix. Monsieur le Premier ministre, en septembre dernier, vous avez promis aux planteurs de la SAFIC concernant le litige avec la TSI. TSI, c'est l'entreprise qui a été créée à l'issue de la privatisation de la SFPH dans Guédédou. Jusque-là, les planteurs n'ont pas encore reçu leurs dividendes. En septembre dernier, vous avez dit que leurs intérêts seront préservés. Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier? Je reviens sur les logements sociaux. Jusqu'à présent, les 5,5% de taux d'intérêt aux souscripteurs. Rien n'est encore appliqué. Qu'est-ce que vous en dites? Et enfin, pour ce premier lot, Arsène Yapi du journal de l'économie. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Arsène Yapi du journal de l'économie. Cette semaine, le journal de l'économie a fait un dossier sur la couverture maladie universelle. Le dossier est intitulé « La grande peur des acteurs ». Dans ce dossier, nous avons interrogé les assureurs des Ivoiriens et tout cela sur la couverture maladie universelle. Et ce qui est revenu, c'est que les assureurs craignent que la part qui leur sera réservée désormais dans la couverture santé est minime, notamment dans l'assurance complémentaire qui n'est pas encore véritablement développée en Côte d'Ivoire. Donc ils craignent de perdre des clients, perdre de parts de marché et pour certains mettre la clé sur la porte. À côté de cela, beaucoup d'Ivoiriens ont posé des préalables importants pour la réussite de cet important projet. On parle de la qualité des soins, qui laisse à désirer dans la majorité de nos hôpitaux, la corruption dans le service de santé, un personnel des Ivoiriens qui pense que le projet de la couverture maladie universelle est une réelle utopie
une véritable utopie du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. La question était longue, mais bon, Monsieur le Premier ministre a bien pris note. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après donc ce premier lot de 3 questions, la parole est à vous. Merci. Bien. Donc, alors la première question est de M. Philippe Nadeau, de l'Expression. Pourquoi est-ce que les prérogatives du Sénat ont été transmises à l'Assemblée nationale? Bon, comme vous le savez, la Constitution, donc la nouvelle Constitution de 2016, a prévu effectivement que nous ayons un Parlement qui soit bicaméral avec 2 chambres. Et dans la même Constitution, il a été indiqué que tant que le Sénat ne sera pas mis donc, en place de manière donc, définitive, c'est une mesure donc, transitoire, les prérogatives donc, du Sénat seront dévolues donc, à l'Assemblée. Nous resterons toujours donc, avec donc, une chambre. Il se trouve qu'au niveau donc, du Sénat, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore donc, tous les organes du Sénat qui ne sont en place. Nous n'avons pas le bureau du Sénat qui est en place, nous n'avons pas les commissions donc, qui sont en place avec donc, les bureaux des commissions. Et tous ces éléments donc, sont nécessaires pour pouvoir faire fonctionner, je dirais, le Sénat en tant que chambre parlementaire. Alors, pour ne pas bloquer, il avait déjà été prévu donc, dans la Constitution que, en attendant la mise en place définitive du Sénat, que l'Assemblée nationale donc, continuerait donc, à exercer donc, la plénitude des fonctions donc, parlementaires. Et c'est cet article de la Constitution qui a simplement été donc, mis en œuvre. Donc c'est quelque chose qui était prévu donc, dans la Constitution. Et nous espérons qu'assez rapidement, pour je dirais, la session d'avril qui va s'ouvrir cette année, que toutes les conditions donc, seront réunies pour que le Sénat puisse être fonctionnel et puisse donc prendre sa place au plan donc, des institutions de la République. Alors, les rumeurs... Personnellement, moi, je n'ai pas entendu de rumeurs sur le départ de M. Aoussou Jano de la présidence du Sénat. Aoussou Jano était présent lors de la création donc, du RHDP. Je n'ai pas d'informations à titre personnel qui permettent de mettre donc, en doute son engagement par rapport à ce grand projet de rassemblement des Ivoiriens. Et M. Aoussou Jano est en fonction. Moi, je n'ai pas appris donc, cette rumeur. Donc, il est en fonction et je n'ai pas cette rumeur. Donc, je ne peux pas commenter une rumeur que je n'ai pas. Alors, mais ceci étant, j'ai la conviction qu'à un moment donné, toutes les institutions de la République, et c'est une question de cohérence, devront avoir donc à leur tête des personnes qui sont en parfaite cohérence avec la majorité donc, politique dont j'ai parlé donc, tout à l'heure, d'ailleurs dans mon propos liminaire. Mais je n'ai pas d'éléments pour me permettre de dire le contraire en ce qui concerne donc, M. Aoussou Jano. Alors, concernant la question du journaliste de Notre Voix, le conflit donc SAFIC-TRCI, oui, vous savez que c'est un conflit effectivement qui est né de la privatisation, si mes souvenirs sont bons, du domaine des véhicules d'Anguédidou en 1996. À la date d'aujourd'hui, ce que nous avons donc décidé, c'est de rapprocher donc, les partis pour trouver donc, un consensus, sinon le dossier est au niveau de la justice. Donc il y a des discussions au niveau de la justice et les partis ont accepté donc, de pouvoir se retrouver, donc, sous l'égide d'ailleurs de la primature, de mon directeur de cabinet, donc, pour essayer de trouver une solution donc, à l'amiable. Il s'agit de déterminer quel sera le niveau de l'indemnisation légitime à laquelle donc, les planteurs donc, de SAFIC donc, peuvent avoir droit. Et le repreneur donc, est prêt à examiner donc, une solution. Il se trouve simplement qu'à la date d'aujourd'hui, la fourchette me paraît donc trop importante et nous sommes en train de travailler à rapprocher donc, les positions.
les planteurs réclament, pour donner des chiffres, de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Et l'opérateur qui a repris serait prêt à payer autour de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez l'ampleur. Notre responsabilité en tant que gouvernement est d'essayer de rapprocher cette position. Donc le gouvernement est saisi de la question. Nous sommes en train de traiter la question. Et comme il s'agit d'une médiation, ça prend naturellement un peu plus de temps que prévu. Mais le dossier est totalement, je dirais, pris en charge. Alors, concernant les logements sociaux, ce que nous avions imaginé au niveau des acquéreurs, c'était d'avoir effectivement des conditions au niveau des emprunts qui soient optimum pour permettre que les remboursements mensuels soient supportables pour les uns et les autres. Et nous voulions jouer sur deux éléments. Le premier élément était l'allongement de la durée de remboursement des prêts. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les banques se sont déjà alignées sur cette option. Et les prêts immobiliers sont aujourd'hui de durée minimale 15 ans. Et il y a des banques qui vont jusqu'à 20 ans au niveau de la durée de remboursement des prêts. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était le taux d'intérêt que nous voulions baisser à 5,5%. Alors, nous avions pensé qu'avec le code de mobilisation de l'habitat, l'État pouvait bonifier les taux d'intérêt qui sont ceux des banques pour permettre de les ramener à 5,5%. C'est une opération qui est en cours, mais moi j'ai le plaisir de vous annoncer que certaines banques, la Banque de l'Habitat, sert aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont en deçà de 5%. Ils servent des taux d'intérêt autour de 4,7%. Donc la dynamique est lancée et donc je considère que nous sommes plutôt dans la bonne direction. Donc ce n'est pas un objectif qui a été annoncé et qui n'est pas tenu, ce n'est pas un objectif annoncé qui est abandonné, il est en train d'être mis en œuvre et je vous donne l'exemple d'une banque qui aujourd'hui prête en deçà de 5% au taux de 4,7%. Alors, après, il y a la question de M. Arsène Yapi concernant la couverture maladie universelle. Alors, je comprends les inquiétudes. Je comprends les inquiétudes par rapport à ce projet. Vous savez que c'est un projet important. L'accès aux soins apparaît comme étant une priorité forte du gouvernement et est une instruction aussi importante du président de la République. Pour pouvoir avoir un système de couverture maladie qui fonctionne, il faut effectivement avoir un plateau technique et les services qui vont être offerts aux populations qui soient de qualité. C'est une question sur laquelle nous continuons de travailler. Et la date que nous avons arrêtée maintenant, qui est de démarrer les cotisations à partir de la fin du mois de juillet, pour que les prestations soient effectives à partir du 1er octobre 2019, tient compte de ce que nous avons identifié 725 centres de santé où les Ivoiriens pourront aller dans le cadre de la couverture maladie universelle, se faire soigner. Et nous avons bien identifié ce qu'il faut faire dans ces 725 centres. Il y a de la réhabilitation légère dans certains centres, il y a des équipements à envoyer dans certains centres, et ce sont ces délais-là que nous avons regardés avec réalisme pour arriver à la conclusion aujourd'hui, et je prends l'engagement que nous pouvons tenir le délai du 1er octobre 2019 pour lancer la couverture maladie universelle. Je suis sûr qu'à cette date, les 725 centres identifiés pour prendre en charge les malades de la CMU seront effectivement réhabilités, les contrats sont passés, les ressources sont disponibles et le délai que nous avons donné est le délai normal d'exécution des travaux. En ce qui concerne, je dirais les assurances, vous devez savoir que pour ce qui est du régime de base, en dehors du régime d'assistance, les indigents pour lesquels c'est l'État qui prend totalement en charge, pour le régime de base, c'est 70% qui est pris en charge dans le cadre de la CMU.
Et nous allons donc inciter naturellement les Ivoiriens à avoir des assurances complémentaires, notamment donc, pour ce qui concerne donc, les 30% donc, restants. Donc je pense qu'il y a de la place encore donc, pour, je dirais, donc, les assurances. Vous ne pouvez quand même pas imaginer que l'on puisse renoncer à un projet social aussi important qui permet l'accès à la santé donc, à des milliers d'Ivoiriens. Donc vous ne pouvez pas imaginer que cela puisse être abandonné pour les raisons que vous avez donc, évoquées. Le projet, d'ailleurs, a été discuté avec l'ensemble donc, des acteurs, y compris les assurances, et toutes les décisions qui sont mises en œuvre aujourd'hui sont des décisions. Merci beaucoup. Touré Fousseni de Le Patriote. Voilà, le temps que le micro arrive au niveau de Fousseni. Voilà. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Touré Fousseni, quotidien Le Patriote. Ma question est relative à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, vous vous félicitiez de l'élection du ministre Amadou Soumaoro, mais l'opposition a dénoncé le mode de vote, notamment le bulletin multiple. Et l'opposition parle même de recul de la démocratie. Comment avez-vous apprécié cela? Et récemment, le président Amadou Soumaoro a pris un arrêté mettant fin aux fonctions de tous les membres du cabinet de l'ancien président Guillaume Soro. L'opposition aussi également parle de chasse aux sorcières. Quelle appréciation faites-vous de cette décision? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Ouais. Non, Monsieur Yapi Koulibaly, en tout cas, moi j'ai trop de respect en ce qui me concerne pour les responsables politiques de notre pays, pour les cadres donc, de notre pays, pour accepter que l'on puisse les accuser de subir donc, des pressions pour effectuer donc, des choix politiques. Il y a beaucoup que je fréquente, il y a beaucoup que je côtoie, et je peux vous dire que ce que je retiens d'eux, ce sont des gens qui sont des gens de responsabilité. Ils croient donc en quelque chose. Ils étaient engagés dans un processus depuis 2005. Je peux comprendre que tous ceux qui étaient engagés dans ce processus depuis 2005 ne comprennent pas pourquoi ceux qui se sont retirés, donc se sont retirés. Et eux ont décidé de poursuivre un processus dans lequel ils sont engagés depuis 2005. Je trouve totalement inacceptable de vouloir les injurier, donc parce que des personnes de conviction, engagées dans un processus, comme je vous le dis, depuis des années, qui travaillent donc ensemble, décident de dire nous voulons rester rassemblés dans l'esprit donc du père fondateur de la nation, continuer de construire notre pays, relever les défis à venir, savoir que nous avons fait du chemin ensemble qui donne des résultats. Et moi, je considère au contraire que ceux qui font ça sont des gens qui sont responsables. Je voudrais les féliciter. Et si ce n'était pas une conférence de presse, j'aurais même demandé que nous puissions les applaudir. Alors, moi, donc, je ne vois, moi, pas de pression, bien au contraire. Je pense que c'est peut-être sur ceux qui ont déjà compris qu'il faut donc venir au RHDP pour renforcer donc cette formation politique, pour créer donc cette base de stabilité donc pour notre nation, pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est peut-être sur certains là-bas à qui on fait pression pour des raisons ethniques. Oui, c'est ça la vraie pression qui est faite et qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire moderne. Alors, c'est ce que moi, je pense et c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Concernant la réforme de la commission électorale indépendante, il convient de rappeler que la CEI que nous avons aujourd'hui a été le fruit d'un consensus.
nous avons discuté en 2013 et en 2014. Il y a même une ordonnance qui a été prise par le président de la République en 2014 pour prendre en compte les desiderata de l'opposition, pour que nous ayons donc cette CEI consensuelle aujourd'hui. Il y a eu des recommandations qui nous ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur cette base, le gouvernement, qui peut prendre ses responsabilités en disant il y a un gouvernement, il y a un parlement, je travaille, je prends en compte donc, cette recommandation et puis j'envoie un texte donc, à l'Assemblée nationale. Nous avons simplement estimé, et l'orientation du président de la République a été celle-là, que compte tenu donc, de l'importance de la question, que nous devons consulter la société civile et les partis politiques. C'est ce que donc, nous avons fait. Nous avons reçu donc, des propositions. Je me réjouis d'ailleurs qu'un certain groupe de partis politiques qui au début ne voulaient même pas faire de propositions, remettaient en cause donc, la méthodologie, etc., se soit ravisés pour devenir un peu plus positive en faisant des propositions. Nous les avons donc maintenant sur la table. Nous allons donc les examiner et j'ai indiqué tout à l'heure que dès le mois de mars, nous allons reprendre donc les discussions. Mais ces discussions sont dans un cadre qui est très précis. Il s'agit pour nous très simplement de voir comment prendre en compte les recommandations qui ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est tout. C'est ce que donc nous allons faire. Nous ne ferons pas plus, nous ne ferons pas moins. Donc cette Cour africaine n'a rien évoqué concernant le Conseil constitutionnel, qui a un texte organique qui indique comment les membres sont nommés, et ce sont des membres qui sont nommés par les institutions de la République. C'est un schéma qui est classique, vous le verrez partout. Donc je ne vois même pas comment le débat du Conseil constitutionnel a pu s'inviter dans cette question. Alors, donc, nous allons donc travailler donc, sur la question de la commission électorale indépendante. Nous reprendrons les discussions avec la société civile et avec les partis politiques, dans l'esprit que je viens donc de vous dire, qui est d'avoir une commission censée plus équilibrée selon les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Moi, je vais vous rappeler que dans la commission donc, de 2011, il y avait 7 représentants donc, du pouvoir entre les institutions et les membres du gouvernement. 7 dans la commission donc, de 2011. Aujourd'hui, dans la commission que nous avons 4 représentants donc, du pouvoir au niveau exécutif ou des institutions. Nous allons travailler donc, sur toutes ces questions et arriver, je suis sûr, à des propositions qui seront jugées raisonnables pour la majeure partie donc, des acteurs. Il se peut qu'il y ait des acteurs qui ne soient toujours pas d'accord, mais ça, c'est comme ça la vie, on n'y pourra rien. Mais nous allons travailler en tout cas pour faire en sorte que cette commission soit la plus équilibrée, donc, sachant qu'elle l'est déjà, mais nous allons travailler à la rendre encore un peu plus équilibrée pour prendre en compte ces recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il nous faut de toutes les manières arriver à boucler ce dossier dans des délais raisonnables pour permettre donc à la Commission de commencer à préparer donc ces élections pour que nous ayons des élections totalement paisibles, transparentes et équitables en 2020. Donc voilà ce que je peux vous dire donc, sur la Commission électorale indépendante. Concernant l'élection du président de l'Assemblée nationale, bon, là aussi, c'est une polémique dont je ne comprends pas le bien fondé. Nous-mêmes, en tant que députés, on a déjà voté. Moi-même, j'ai été député, j'ai déjà voté. On n'a jamais eu à l'Assemblée de bulletin unique. L'élection qui a vu l'élection dernière de M. Guillaume Soro comme président de l'Assemblée nationale, il y avait 2 candidats. Il y avait lui-même, donc Aimé Ambry Évariste. Il y avait 2 bulletins. Tout le monde a voté, tout le monde a vu, ça s'est bien passé. Pourquoi subitement, lorsqu'il fallait faire l'élection
d'Amadou Soumaoro qui était opposé à Ngouan, donc Jérémy, il y a 2 bulletins. Pourquoi est-ce que ça devient un problème? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans ce pays. Il faut arrêter de vouloir créer des problèmes là où il n'y en a pas. En plus, dans le cas d'espèce, voici une élection qui était en direct. Toute la nation a été prise à témoin. On a 252 donc, députés. On a 179 députés qui étaient présents. On a 153 qui ont voté de manière effective devant tout le monde dans une urne transparente pour Amadou Soumaoro. Mais où est le débat? Où est le débat? Il y a des gens qui veulent, dans tous les quoi que vous fassiez, même si tout est réglé, il faut qu'ils disent qu'il y a un problème. Bon, écoutez, en tout cas, Amadou Soumaoro a été bien élu. Il a eu 153 députés qui ont voté pour lui, de manière transparente, devant la nation entière, en direct. Et c'est la majorité donc absolue. Il a été bien élu, bien au contraire. Nous devons le féliciter. Alors, il a mis fin aux fonctions. Je ne suis pas bien placé, moi, pour juger ça, puisque moi-même, quand j'ai pris fonction à la primature, j'ai mis fin aux fonctions de tout le monde. Moi. Mais j'en ai repris une bonne partie, c'est tout. Mais en arrivant, alors que vous saviez que je suis venu après le vice-président d'un camp qui était Premier ministre, contre qui il n'y a pas de problème, bien au contraire, c'est un aîné pour qui j'ai le plus grand respect, c'est une question simplement de principe. J'ai été nommé, donc comme lui a été nommé, il a mis fin aux fonctions, il regarde maintenant avec son secrétaire général et son directeur de cabinet, il reprend tout ce qu'il estime donc devoir. Enfin, Monsieur le Premier ministre, est-ce que le Sénat a demandé, tenons-nous-en à cela, avec le plus grand respect que j'ai pour vous. Merci. Valérie Bonny de la BBC. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Je voudrais revenir sur les problèmes sociaux, notamment l'école. Qu'est-ce qui coince? Il y a des discussions, c'est comme un serpent de mer, ça revient régulièrement. Cette fois-ci, ça coince plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup. Barthélémy Tenin, LG Info. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les dozos qui tiennent des barrages sur des routes en Côte d'Ivoire, de quel commandement militaire relève-t-il? J'en ai vu récemment à Vavois, sur l'axe Vavois-Vaou, j'étais beaucoup là. Alors je me demande de quel commandement militaire relève-t-il? Merci. Voilà. Je ne sais pas, Monsieur le Premier ministre, si vous avez vraiment bien perçu la question. Est-ce que vous pourriez reposer cette question de manière plus... Les membres des partis politiques, il est engagé donc politiquement. Moi, je note d'ailleurs que dans pas mal de pays, je vois des hommes d'affaires aujourd'hui qui accèdent aux hautes fonctions donc, dans différents États. Je ne vais pas me mettre donc à les citer. Donc, par conséquent, je crois tout simplement que séquentiellement, en fonction des responsabilités donc, que l'on peut assumer au niveau de l'État, il faut savoir se retirer des affaires donc, que l'on a et se mettre donc, à plein temps donc, dans les responsabilités qui sont celles qui relèvent donc, de l'État. Mais tant qu'on n'est pas dans ces responsabilités, on peut avoir une opinion politique, être membre d'un parti, l'animer, donc sans aucune difficulté, et être un homme d'affaires. Donc je considère, moi, que, et vous voyez des exemples aujourd'hui dans plusieurs pays où des hommes d'affaires font de la politique. Alors maintenant, si votre question est de savoir est-ce que, donc à partir de là, il y a des privilèges spécifiques, je vous dis non.
Moi, je l'ai toujours dit de manière très claire par rapport donc, à tous les opérateurs ivoiriens donc, qui sont aidés. L'aide, c'est en réalité tous ceux qui ont la capacité eux-mêmes de mobiliser donc, des financements et qui viennent donc, au niveau de l'État, regardant le programme national de développement du pays, qui a des composantes et des urgences, qui disent, moi j'ai la possibilité de mobiliser les financements. Si ces financements rentrent dans les caractéristiques qui sont celles qui sont exigées par le ministère de l'économie et des finances dans le cadre de la gestion intelligente de la dette de la Côte d'Ivoire, nous considérons qu'il faut construire donc des champions nationaux. Et là, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent être pris en compte. C'est la seule règle, il n'y a pas de favoritisme donc, particulier. Ça, je peux donc vous l'assurer. Alors maintenant, sur les fonctions donc, liées à celles de la direction exécutive du RAGP, ce n'est pas moi qui nomme, la décision n'est pas encore prise. Donc, il y a peut-être des rumeurs donc, qui courent, mais si elle était donc prise, je considère que les éléments que j'ai évoqués donc, tout à l'heure devront être pris en compte donc, pour éviter ce que l'on pourrait considérer à ce moment-là donc, comme étant donc, un éventuel conflit d'intérêts. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, mais moi, je pense qu'il faut lui rendre hommage pour le travail qu'il fait en tant qu'homme d'affaires. Ça, je le pense. Alors maintenant, sur l'école, vous savez, depuis 2013, il y a des efforts extrêmement importants qui ont été faits donc, par l'État, par le gouvernement, en ce qui concerne généralement donc, les fonctionnaires. Que ce soit le déblocage en ce qui concerne donc l'avancement indiciaire au niveau donc des salaires. Ce déblocage au niveau des avancements indiciaires pour des salaires qui avaient été bloqués pendant 25 ans, vous devez savoir que ça coûte à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui 126 milliards de francs CFA par an, en plus, de déblocage donc de l'avancement indiciaire. Plusieurs autres mesures donc, avaient déjà donc, été prises, notamment en ce qui concerne les engagements pris en 2007 par le régime précédent. Il y a eu, donc, à partir donc, de 2013, un certain nombre d'engagements qui ont été donc, actés, donc, qui, eux, représentent un coût de l'ordre de 42 milliards, donc 600 millions. Après, donc, nous avons eu la prise en compte globale, je dirais, de ces engagements, et c'est ce qu'on appelait le paiement du stock donc des arriérés, qui a conduit à la signature d'un accord valant trêve sociale. Et l'État respecte donc sa part, puisque en 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA, et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock donc des arriérés. Vous verrez que l'ensemble donc, des mesures prises pour les fonctionnaires, dont donc, les enseignants, coûtent sur la période de 2013 à 2010 les enseignants. Et lorsqu'on a signé la trêve sociale, nous avons dit qu'une trêve sociale donc, qui est signée ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de revendications. Mais on considérait que tous les problèmes qui seraient posés feraient l'objet de discussions, de négociations, et qu'on s'interdisait de faire une grève pendant 5 ans. Et pendant les 5 années, c'est la période pendant laquelle l'État s'est engagé à payer le stock des arriérés. Alors aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a le problème des heures complémentaires. Au niveau donc, de l'enseignement primaire et secondaire, il y a le problème des indemnités de logement, il y a le problème des cours du mercredi, etc., etc. Nous disons, discutons de ces questions, mais dans le cadre
de ce que nous avons signé ensemble comme accord valant trêve sociale en 2017. Donc nous considérons que la grève, de ce point de vue, est une grève qui n'est pas légitime. Donc le fait qu'elle ne soit pas légitime a conduit donc, à retenir donc, les salaires donc, de ceux qui ont grévé pour les jours donc, qui ont été grévés. Maintenant, bon, nous constatons un dégel, des discussions sont en cours, et moi je me félicite que cette nouvelle ambiance donc, puisse naître, qui a conduit au fait que ceux du primaire et du supérieur ont repris donc, les cours et sont en train de discuter avec leur ministère donc, de tutelle sur les questions qui sont en suspens. Il restait une partie d'enseignants du secondaire qui, eux, n'avaient pas repris les cours. Mais suite à la réunion donc, qui s'est tenue il y a 48 heures, donc, eux viennent de prendre la décision d'appeler en Assemblée générale le samedi prochain leurs camarades, et nous avons bon espoir qu'à la fin de cette semaine, la question donc, de la grève des enseignants sera une question qui sera derrière nous, et que dès le lundi donc, prochain, les cours reprendront sur l'ensemble du territoire donc, national et à tous les niveaux, au niveau de la pyramide donc, de l'école. Mais vous noterez qu'en dehors de la journée d'hier, d'avant-hier, donc les journées du lundi étaient calmes, hier la journée était calme, et aujourd'hui nous observons donc un calme. Donc je considère moi que les choses sont en train de se dénouer, et ils sont tous d'accord avec nous pour que dans le nouveau cadre de réflexion ou de discussion, nous discutions de toutes les questions dans l'esprit donc, de l'accord valant trêve sociale que nous avons signé. Donc voilà la situation donc, au niveau, je dirais, de l'école. Alors, les dozos, je ne saurais vous répondre de qui les dozos qui étaient à Vavois répondent, mais bon, j'imagine qu'ils répondent de ceux qui à Vavois les avaient pris pour aller les mettre. Maintenant, si vous voulez savoir si c'est légal, je vous dis que c'est illégal. C'est clair, nous avons des forces de police, des forces de gendarmerie, qui sont là pour assurer la sécurité, et je considère que ces forces s'acquittent de ce devoir donc, avec beaucoup d'efficacité. Maintenant, nous avons un phénomène traditionnel qui existe, qui permet quelquefois, donc, dans des endroits spécifiques, dans des contextes spécifiques, d'être donc, des forces d'appoint, mais de là à aller être une force de contrôle sur une route, je considère que ça, c'est pas légal, et donc ça ne répond pas d'une hiérarchie par rapport, donc, en tout cas, à l'État de Côte d'Ivoire. Vous le signalez, le ministre de l'Intérieur est peut-être dans la salle, donc il prend note de cela et fera les vérifications qui sont nécessaires. C'est ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur Internet, et que nous prendrions des questions. Certains ont trouvé des préoccupations. Quand je lis, par exemple, quelle résolution prise par vous, Monsieur le Premier ministre, concernant la question de la grève au niveau de l'éducation? Je pense que cette préoccupation a trouvé réponse. Qu'en est-il de la question de la cherté de la vie? C'est la première question donc véritable des internautes. Deuxième question, quelle résolution prise concernant le gel des différents comptes bancaires des enseignants? Je pense que vous avez presque répondu à cela, mais je pose la question quand même, Monsieur le Premier ministre. Alors, concernant la cherté de la vie, je pense que nous devons, avant d'en arriver spécifiquement à la problématique elle-même, parler aussi de tout ce qui a été fait sur les revenus. Parce que fondamentalement, après, c'est le pouvoir d'achat qui est la question. Il y a un pan qui sont les revenus, et l'autre pan, le coût
d'accès, je dirais, aux denrées alimentaires, au transport, au logement, etc. Je viens de vous dire que sur la période 2013-2019, c'est plus de 1473 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les fonctionnaires, donc injectés pour améliorer donc, leur pouvoir d'achat. C'est important. Le SMIC, je vous l'ai indiqué, a été augmenté de 38 000 à 60 000. Je vous ai également indiqué que les revenus au niveau donc, des paysans, notamment dans la période donc, où les cours étaient bons, ont augmenté considérablement. Donc, j'ai même indiqué de 68%. Je crois que nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 donc, milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. Donc, il y a l'aspect donc revenu qui a connu donc une évolution. Maintenant, il y a le problème, je dirais donc, des prix. En général, quand on parle de la cherté de la vie, les choses auxquelles on pense, il y a les denrées alimentaires, notamment les denrées de première nécessité. Vous vous souviendrez que le gouvernement, à un moment donné, avait même pris un décret qui bloquait les prix et les marges en ce qui concerne les denrées de première nécessité, puisque nous avons dans les textes la possibilité, lorsque la variation des prix donc, atteint un certain niveau et que nous considérons que ce n'est pas le jeu normal donc, de la concurrence, nous avons la possibilité de prendre donc, un décret qui permet donc, de réguler et de limiter donc, les prix et les marges au niveau. Cela donc, a été fait, qui a permis donc, de baisser les prix au niveau donc, des denrées donc, alimentaires. Sur le logement, ce que nous comptons faire, c'est d'abord augmenter l'offre en matière de logement. Donc ça, c'est notamment le programme de logements sociaux. J'indiquais que nous ferons tout pour que les logements qui sont déjà construits et pour lesquels les acquéreurs n'ont pas encore pu accéder aux dits logements, que les travaux de voirie et de réseaux d'électricité et d'eau puissent être achevés pour le mois de septembre, pour que tous ces logements puissent être livrés donc, aux personnes qui sont donc, propriétaires. Mais nous avons aussi la loi donc, sur le bail à usage d'habitation, qui est maintenant devenue une loi qui borne ou qui limite donc, les avances à 2 mois de loyer et les cautions à 2 mois de loyer. Et là, dans cette loi, il y a des dispositions qui sont prises donc, pour réprimer, tant au plan, je dirais, pénal qu'au plan fiscal, tous donc, les bailleurs qui donc, ne respecteraient pas donc, ces dispositions. Ça, c'est pour la partie donc, logement. Sur la partie donc, du transport, qui est un autre élément qui est important pour, je dirais, dans donc, le panier entre guillemets de dépenses donc, des ménages. Si vous prenez une ville contre Abidjan, avec les efforts qui sont faits au niveau de la SOTRA, il y a une chose que je peux vous dire. Envoyer des enfants à l'école, à Bobo ou dans certains quartiers, les ruptures de charge qu'il fallait prendre un BACA, après le BACA prendre un deuxième BACA, etc., représentaient des coûts de déplacement qui étaient extrêmement élevés. Avec le renforcement du parc d'autobus, qui permet aujourd'hui donc à la SOTRA de desservir encore mieux, je dirais, les populations donc, au niveau d'Abidjan. Il y a des familles qui avaient renoncé à envoyer leurs enfants à l'école uniquement parce que le coût du transport était tel que les parents ne pouvaient pas payer le transport des enfants pour aller à l'école. Ils choisissaient de payer pour 1 ou 2 parce que dans le mois, le coût journalier pour que l'enfant aille à l'école n'était pas supportable. Il y a des quartiers aujourd'hui, avec le renforcement
donc, que nous avons au niveau de la SOTRA permet donc, à des enfants, en sachant qu'en plus, donc, il y a des tickets qui sont minorés pour ce qui concerne donc, les étudiants, pour ce qui concerne les élèves, il y a la gratuité, donc, etc. Donc ça, c'est un élément donc, extrêmement fort dont on ne parle pas. Vous devez savoir que quand le président de la République prenait donc, les rênes donc, du pouvoir, mais au niveau de la SOTRA, on avait donc à peine donc, 200 à 300 bus fonctionnels. Et aujourd'hui, au niveau de la SOTRA, on a plus de 1200 bus qui sont fonctionnels et qui tournent donc, sur Abidjan. Ça fait quand même un accroissement du parc de près de 1000. Ça se ressent dans le déplacement des populations au quotidien et dans le coût donc, du transport. Mais donc, nous avons de grands projets de transport de masse, comme le métro, qui viendront encore régler le problème du transport, qui lui est un élément donc, également, je dirais. Donc c'est un peu toutes ces choses donc, sur lesquelles nous travaillons pour maîtriser le coût, je dirais, de la vie pour les donc, ménages. On travaille sur les revenus, on travaille donc, sur donc, le coût de tous les éléments que j'ai indiqués, et nous allons continuer donc, à amplifier donc, ce travail pour permettre que la vie soit donc, la plus donc, facile, je dirais, pour nos compatriotes. Concernant le gel de compte des enseignants, donc, de manière totalement transparente, l'accord obtenu dans les discussions qui ont eu lieu il y a 48 heures était un accord qui dit que dès qu'ils vont lever le mot d'ordre de grève le 23, donc samedi prochain, donc les comptes qui sont gelés ou qui sont bloqués seraient donc dégelés. Donc c'est un accord qui a été obtenu avec les syndicats lors de la discussion qu'il y a eu donc avec eux. Donc par conséquent, et d'ailleurs ceux qui avaient été arrêtés parmi leurs camarades syndicalistes ont été donc libérés. C'était un élément de l'accord aussi. Donc je considère que l'accord est en train d'être mis en œuvre. Donc, il ne reste plus que le 23 à l'issue de l'AG qu'il délève le mot d'ordre, donc pour que dès le lundi, donc les comptes concernés donc, puissent être débloqués. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes déjà à 1h30 de discussion. Nous avons encore des questions. Cinquième lot de questions. Baudelaire Mieux de Jeune Afrique Bloomberg, Sama Zaï, Quotidien d'Abidjan et Élisée Latte, Inter. Baudelaire Mieux, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais mes questions seront axées sur l'économie et notamment les finances publiques. Actuellement, une délégation du FMI est en Côte d'Ivoire pour une revue du programme économique et le gouvernement a un projet de lancer un eurobond. Je voudrais savoir, pour vous donner des détails sur la taille de l'eurobond et dans le même ordre d'idée, vous avez annoncé l'année dernière que la Côte d'Ivoire avait obtenu un accord pour aller sur le marché du CFA, c'est-à-dire faire une émission internationale au niveau du CFA qui devrait être entre 150 et 200 milliards. Est-ce qu'on est toujours dans cet ordre d'idée? Et pour terminer, pouvez-vous revenir sur les différents chiffres de la croissance pour cette année et pour l'année dernière, notamment aussi en termes d'objectif de déficit budgétaire? Merci beaucoup. Monsieur Sama Zeyi du Quotidien d'Abidjan. Excellence, bonjour. Dans le programme social que vous avez mis un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie. Excellence, des zones du district d'Abidjan, comme Abobo, Niamant, Yopougon et même Cocody, la pénurie d'eau se fait sentir à telle enseigne que certaines populations sont obligées de veiller. Excellence, à quand la fin de ce calvaire? Merci. Monsieur le Premier ministre. Élisée Latte
De l'Inter, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ok, Élisée Latte de l'Inter. Monsieur le Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a multiplié des sorties ces temps-ci. Dans l'une de ses déclarations, il dénonce le fait que, je le cite, « on fouille les biens des gens ». Monsieur le Premier ministre, y a-t-il des audits ciblés contre Soro Guillaume et ses proches? Et est-ce que, suite à la libération sous condition de nos deux compatriotes Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Côte d'Ivoire pourrait-elle envisager d'accueillir Blé Goudé, d'autant plus que jusqu'à présent, on nous apprend qu'il n'a pas encore trouvé de pays d'accueil. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Alors, oui, concernant la mission du FMI, bon, c'est une mission, je dirais, statutaire, classique. Vous le savez, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international depuis donc, 2016. Donc, c'est un programme sur 3 ans. Le programme s'achèvera d'ailleurs en juin 2019. Et donc la mission donc, qui est en cours actuellement est une mission pour évaluer donc, les performances de notre pays à la fin donc, de l'année 2018. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons donc, rempli tous nos engagements donc, qui étaient prévus donc, dans le programme. Et que de ce point de vue, je considère que cette revue se déroule dans de bonnes conditions. Elle devrait s'achever le 27 donc prochain. Et je pense que nous devons donc conclure. En tout cas, les discussions sont en cours avec les ministères donc, sectoriels. J'ai moi-même une rencontre avec la mission à mi-parcours le 22. Et le président de la République donc, recevra la mission donc, le 26. Donc c'est une mission statutaire normale et a priori, donc je pense qu'elle sera donc conclue donc de manière positive. Sur la question de l'eurobond, alors on n'a pas d'eurobond décidé pour cette année. Comme je vous l'ai indiqué, au niveau du budget, chaque année, nous avons des montants que nous devons rechercher sur les marchés. Ça peut être le marché sous-régional, ça peut être donc le marché international. Et en fonction des conditions donc, des différents marchés, nous prenons la décision soit d'aller à l'international, soit donc, de financer notre budget donc, sur le marché sous-régional. Et là, après analyse de la situation en ce qui concerne donc, les marchés donc, internationaux, donc, nous n'avons pas pris encore la décision d'aller donc, sur l'international. Et nos options sont de financer donc, notre besoin qui est autour de 1450 milliards de francs CFA donc, sur le marché donc, sous-régional. Alors, nous avons également, pour une partie, donc, lancé un appel d'offres au niveau donc, des banques internationales pour des prêts donc, directs avec des banques internationales. Donc cet appel d'offres est en cours donc, de dépouillement et ça c'est pour environ 500 donc, milliards de francs CFA. Le solde, donc un peu plus de 900 milliards de francs CFA, sera levé au niveau donc, du marché donc, je dirais, sous-régional. Bon. Maintenant, nous imaginons peut-être un eurobond. Si nous devons aller pour un eurobond, ce sera pour une opération spécifique qu'on appelle l'opération de rachat de dette. C'est-à-dire que nous regardons le profil de notre service de la dette et pour pouvoir donc améliorer donc, ce profil au niveau du service de la dette, nous pouvons donc racheter une partie de la dette ancienne à des conditions donc, qui sont meilleures aujourd'hui pour pouvoir donc, lisser donc, le service de la dette. Donc, mais ça, c'est une opération technique donc, qui est en cours d'étude et nous verrons en fonction des conditions du marché. Pour les missions internationales en CFA, donc, nous avons toujours donc, ce projet, mais il y a une série de conditions à remplir, que ce soit au niveau
de la BRVM notamment. Et donc nous sommes en train donc, de travailler donc, avec les avocats donc, pour pouvoir finaliser toutes les conditions préalables qui permettraient donc, de pouvoir faire cette émission donc, internationale donc, en CFA. Le jour où on le fera, ce sera quelque chose d'important. Ça voudra dire que maintenant, des investisseurs internationaux dans le monde donc, vont donc, souscrire donc, à des obligations donc, ivoiriennes donc, émises ici. Et ça, c'est important. Ça élargit de manière automatique dans notre devise, nous, dans notre CFA, ça élargit de manière donc, automatique le champ donc, des possibilités. Donc, je trouve que ce sera quelque chose de formidable. Nous y travaillons et je suis convaincu que nous allons y arriver. Si ce n'est cette année pour une tranche donc, de 150 milliards, ce sera au plus tard, je suis sûr, que l'année prochaine, parce que ce sera vraiment à partir de là une bonne opportunité de financement donc, de nos besoins pour l'avenir. Alors, les chiffres au niveau de la croissance, le taux de croissance de notre économie en 2018 a été de 7,4%. Il est projeté pour l'année 2019 pour les chiffres côté Côte d'Ivoire à 7,7%. Le Fonds monétaire pense à 7,5%. Donc nous sommes relativement donc, proches. Nous avions un déficit budgétaire de 4% donc, par rapport au PIB donc, pour l'année 2018 et l'engagement que nous avons dans le programme donc, est d'avoir un déficit de 3% pour 2019, et ce qui est donc, la norme communautaire et c'est ce à quoi donc, nous travaillons. Tous ces éléments d'ailleurs doivent être pris en compte dans les discussions que nous avons avec donc, les syndicalistes. Je vous remercie. Alors, concernant la pénurie d'eau, oui, en matière d'approvisionnement en eau, nous n'avons pas de déficit. Aujourd'hui, donc, nous devons être à une capacité de 600 000 mètres cubes donc, par jour aujourd'hui. Donc avec les investissements que nous avons eus au niveau de Beaunois 1, Beaunois 2, Songon, etc. Mais le problème que nous avons, et ce à quoi donc, nous avons travaillé pour Abidjan, c'est le problème donc, des canalisations. Vous avez un certain nombre de canalisations donc, qui sont vétustes, donc, qui ne permettent pas d'avoir la distribution donc, adéquate qu'il faut. Et vous avez des extensions de quartiers qui se sont faites pour lesquelles nous devons étendre le réseau donc, de canalisation vis-à-vis de ces quartiers. Donc c'est ce programme qui est en cours, sur lequel nous travaillons. Donc il y a des financements qui sont donc déjà acquis, que ce soit au niveau de la BEI, il y a au niveau du CDD espagnol pour ce qui concerne spécifiquement donc, Abobo. Donc une fois que nous aurons réglé le problème des canalisations, et ce problème est en cours, donc tous ces quartiers qui ont des difficultés d'accès à l'eau potable, cette question sera automatiquement résolue parce que nous avons déjà réglé la question de la capacité d'approvisionnement en eau potable donc, de la ville d'Abidjan. D'ailleurs, en Conseil des ministres, donc, le mercredi dernier, donc hier, donc, un projet a été donc, approuvé sur l'approvisionnement donc, de la ville d'Abidjan à partir de la rivière donc, la Mé, et qui donnera donc, une capacité supplémentaire de 250 000 mètres cubes. Donc je considère que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà pour ce qui concerne la question de l'eau. Alors, je n'ai pas bien compris. On fouille les biens des gens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on fouille les biens des gens. Honnêtement, je ne comprends pas. Quelle est votre question?
Vous dites qu'on dit qu'on fouille les biens. Oui, c'est Soro Guillaume qui le dit, on fouille les biens des gens. C'est dans une de ses déclarations. Mais ça veut dire quoi? Oui, pour dire que vous vous intéressez à... Enfin, vous en prenez à certaines personnes un acharnement contre des individus. Alors, nous, on voudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un audit qui est dirigé contre Soro Guillaume ou aussi contre ses proches? Merci. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de fouille des biens des gens. Et je ne comprends même pas ce que veut dire fouiller les biens des gens. Bon, donc ça... Alors, maintenant, un audit ne se déclenche que s'il y a des soupçons. S'il n'y a rien, il n'y aura pas d'audit. S'il y a quelque chose, il ne peut pas prôner la bonne gouvernance un matin et puis le soir proposer autre chose. Donc, il n'y a pas de décision de principe d'audit. Mais bon, il y a des données qui seront là. Nous espérons simplement que l'institution aura été gérée normalement. Bon, c'est tout. Donc, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas qu'eux-mêmes anticipent. Ou bien est-ce que c'est une manière de dire qu'il y a déjà des problèmes qu'on peut imaginer? Donc je ne crois pas, personne ne fouille rien du tout. Donc, maintenant, il y a des éléments, les institutions de la République font leur job normalement, et c'est tout. Et je ne vois pas de raison de s'acharner fondamentalement sur Guillaume Soro, qui est un jeune frère. Je ne vois pas de raison, parce que ce qui s'est passé, c'est sa décision. C'est sa décision. Sa décision. Donc, alors, en tout cas, ce sont ses choix. Alors, vous dites que... Alors, je n'ai pas compris la question sur le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Nous, vous savez que notre position... Étant donné que jusqu'à présent, Blé Goudé n'a pas encore trouvé de pays d'accueil, est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait se proposer à l'accueillir? Voilà, merci. Mais Blé Goudé est libéré dans les conditions que l'on sait, ainsi que le président Laurent Gbagbo. Nous avons pour principe de ne pas commenter les décisions de justice, qu'elles soient nationales ou internationales. On n'a pas de requête spécifique aussi de demande de retour de sa part. Le problème pour nous, donc, à la date d'aujourd'hui, ne s'oppose pas au niveau, je dirais, donc, du gouvernement. Donc, une fois que les procédures seront elles-mêmes donc, achevées sur la base, je dirais, des procédures propres donc, à la CPI, à ce moment-là, le gouvernement donc, ivoirien avisera s'il y a des questions qui relèvent donc, de sa compétence. Mais à la date d'aujourd'hui, donc, nous avons pris note simplement des différentes décisions qui ont été prises donc, par la Cour pénale donc, internationale. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Alors, avec votre permission, Excellence, je pense que nous allons être à la dernière série de questions, si vous le permettez. Donc, pour cette dernière série, Piéchon Benjamin, AIP, Guy Hassan Yapi, Émergence économique, Julien Junior Cardin, Radio de la Paix. Nous commençons avec Piéchon Benjamin.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Piéchon Benjamin de l'agence ivoirienne de presse AIP. Monsieur le Premier ministre, la campagne Anacad a été lancée il y a de cela quelques jours. Mais il y a des zones de production du Pourou, la Bagoué, le Djologo, en tout cas plusieurs régions dont les producteurs éprouvent encore des difficultés à écouler leurs productions. Selon les opérateurs, les acheteurs, ils qualifient la production de sous-grade, c'est-à-dire qui ne répond pas au poids normal. Est-ce qu'il y aurait une mesure spéciale pour permettre à ceux-ci d'écouler cette production? Et en deuxième, est-ce qu'il y aura des mesures dans les années à venir pour permettre à tes producteurs d'atteindre le poids demandé? Parce que chaque année, ce sont les mêmes problèmes. Merci beaucoup. Guy Hassan Yapi, émergence économique. Monsieur le Premier ministre, les actions du gouvernement visent à améliorer le bien-être des Ivoiriens et l'un des indicateurs macroéconomiques pour le mesurer est le taux de pauvreté. Sur le PNB 2012-2015, l'objectif était de réduire de moitié ce taux de pauvreté. Et nous avons fini l'année 2015 avec un résultat de 46,3 points, d'où une baisse de 2%. Ma question porte sur le PNB 2016-2020. En parcourant ce document, j'ai vu comme objectif qui est de réduire de façon significative le niveau de pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif chiffré? Parce que de façon significative, on n'a pas une donnée qui nous permet de mesurer l'efficacité des actions, de l'action gouvernementale à l'échéance 2020. Et que répondez-vous à ces économistes qui estiment que la Côte d'Ivoire a de bons taux de croissance, mais son niveau de pauvreté reste encore très élevé? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guy Hassan Yapi de Émergence économique. Dernière question, Junior Cardin de Radio de la Paix, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Junior Cardin de Radio de la Paix. Monsieur le Premier ministre, l'an dernier, donc en 2018, le ministre des Infrastructures économiques avait annoncé à l'Assemblée nationale qu'il allait avoir un projet de construction d'un château d'eau dans chaque chef-lieu de sous-préfecture avant la fin de l'année 2018. Et que cette construction allait se faire en même temps pour tous les chefs-lieux de sous-préfecture. Même Monsieur le Premier ministre disait que dans le cadre de l'offre en eau potable des populations, un an après, où en sommes-nous avec ce projet? Merci. Monsieur le Premier ministre. Oui, concernant l'anacarde, c'est une spéculation, c'est vrai, qui n'est pas cotée donc, en bourse, mais nous avons des indications sur les niveaux, donc, au niveau des transactions, donc sur les marchés donc, internationaux. Il faut noter que cette année, les cours donc, sont relativement bas et que nous sommes quasiment autour, je pense, de 1300 dollars donc, la tonne, et que les tout calculs faits, nous étions arrivés à une proposition de 375 francs le kilogramme, donc pour l'achat de l'anacarde donc aux paysans. À titre indicatif, l'année dernière, donc le prix d'achat indicatif, puisque là c'est indicatif, était de 500 francs CFA donc le kilogramme. Alors, nous allons faire un point au niveau du comité interministériel des matières premières sur le déroulement de la campagne qui vient de s'ouvrir, donc mi-février. Donc, pour voir, avec ces données-là, qu'est-ce que nous avons comme difficulté. Mais moi-même, j'ai été interpellé et j'ai eu déjà
a interpellé le directeur du conseil Coton-Anacarde, puisqu'on nous a indiqué qu'il y a certaines régions où les prix d'achat de l'anacarde oscillaient plutôt autour de 250 à 300 dans le meilleur, donc je dirais, des cas, et non les 375 francs qui, c'est vrai, donc sont un prix indicatif. L'une des raisons donc, évoquées, c'est que les acheteurs considèrent que les exportateurs, aujourd'hui, ne financent pas, ne leur donnent pas les financements qui sont nécessaires. Donc nous devons donc regarder donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces rétentions au niveau du financement donc, de la campagne par donc, les exportateurs. Et avec le Conseil Coton donc, Anacarde, nous prendrons donc les mesures donc, qui vont s'imposer pour faire en sorte que ce prix indicatif, même s'il n'est qu'indicatif, donc, puisse être respecté. Vous savez que les conditions de vie donc, de nos paysans est une question qui tient donc, à cœur au gouvernement et particulièrement donc, au chef de l'État. Vous avez même indiqué tout à l'heure les revenus donc, qui ont été distribués donc, annuellement donc, aux paysans. Mais nous pensons que la mesure structurelle, c'est de transformer donc, notre anacarde donc, chez nous. C'est une spéculation où aujourd'hui, on estime la production pour cette année à environ 800 000 tonnes et où, il y a 2-3 ans, le taux de transformation était en deçà de 10%, d'ailleurs de 6%. Donc nous avons donc, aujourd'hui des progrès en termes de capacité installée et les projections que nous avons nous indiquent que vraisemblablement en 2021, nous serons autour de 51% de transformation de l'anacarde. Une fois que nous allons transformer donc, l'anacarde donc, chez nous et que nous aurons donc, au niveau de cette chaîne de valeur donc, pu capter, je dirais, donc, des valeurs donc, supplémentaires, tout ça nous permettra de pouvoir servir des prix améliorés donc, à nos paysans. Donc, structurellement, donc, la mesure que nous devons prendre, c'est vraiment de tout faire pour arriver donc, le plus rapidement possible à une transformation donc, de l'anacarde. Ceci étant, le Conseil Coton-Anacarde travaille aussi à avoir des contrats avec un certain nombre de grands pays, mais à des prix qui puissent être des prix donc, rémunérateurs. Et là, il y a des discussions donc, avec les Vietnamiens donc, et avec les Chinois pour donc, vendre des quantités de l'ordre de 200 000 tonnes d'anacarde. Et pour nous, ce serait une opération qui, au départ, sera de la vente de produits donc, non transformés, mais avec à la clé l'idée qu'en contrepartie, les sociétés avec lesquelles nous allons faire ces transactions devront venir s'installer également en Côte d'Ivoire ultérieurement pour transformer l'anacarde en Côte d'Ivoire. Mais ces contrats directs donc, que nous pouvons conclure à des prix qui pourraient être rémunérateurs vont eux aussi aider donc, à pouvoir servir donc, aux paysans des prix qui sont meilleurs que ceux que nous avons donc, à la date d'aujourd'hui. Donc c'est une question donc, importante donc, sur laquelle nous sommes concentrés et nous proposerons donc, des mesures donc, assez rapidement. Alors, concernant donc, le taux de pauvreté, oui, tout à l'heure d'ailleurs, je vous ai dit comment il a évolué. Vous avez donc, noté qu'il était de 20% en 1984, qu'il est passé à 38,8, ça est pas loin de 40% donc en 1998, qu'il s'est terminé à 51% en 2011. Les dates que je donne sont des dates repères qui vous permettent de comprendre l'évolution donc, des choses. Et je vous ai dit qu'à partir de 2012, nous avons eu une inflexion donc, à la baisse. Ça, vous auriez pu peut-être déjà le noter, qu'on a une inflexion à la baisse depuis donc, 2012 et que nous étions dans une tendance haussière, je dirais, d'augmentation du taux de pauvreté dans notre pays. Alors, ceci étant, nous avions comme objectif, vous l'avez dit, donc, de diminuer de moitié donc, le taux de pauvreté dans le pays.
Aujourd'hui, je ne pense pas que par rapport aux 51% que nous serons à 25% en 2020, une étude est en cours qui permettra de mesurer le taux de pauvreté avec des méthodes identiques dans l'ensemble de l'espace UEMOA. Nous aurons les résultats donc, de l'étude. Mais de mon avis, je pense que nous devrions donc être pour déjà 2018-2019 à un taux de pauvreté qui devrait être en deçà, de mon point de vue, de 40%. Et avec le programme social qui est en train d'être mis en œuvre entre 2019 et 2020, je crois que nous aurons encore donc, une baisse plus prononcée. Donc vous aurez des chiffres bientôt, donc au courant de l'année 2019, de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, qui seront donc en deçà des 46% qui datent de 2015. De 2015 à aujourd'hui, vous imaginez bien qu'il y a eu suffisamment d'actions pour que le taux ait continué de baisser. Mais voilà ce que je peux dire donc, sur le taux de pauvreté. La phase ascendante, la phase donc, descendante. Maintenant, est-ce que nous serons donc à 25% en 2020? Ça me paraît peut-être difficile, mais je crois que ça aura suffisamment donc, baissé donc, pour que cela se ressente au quotidien donc, dans la vie donc, de nos compatriotes. Vous savez que le projet des filets sociaux dont je viens donc, de parler, où nous allons passer donc, de 50 000 donc, familles bénéficiaires à 100 000 familles bénéficiaires donc, cette année, est un outil puissant de réduction de la pauvreté. Vous savez que la mise en place de la couverture maladie universelle, qui sera prise en charge en totalité par l'État pour les indigents, sera un outil puissant de réduction donc, du coût de la pauvreté. Vous savez que les enseignants donc, qui vont être donc, recrutés, qui vont faire que donc, les parents, dans les zones où ils étaient obligés de cotiser pour payer donc, les enseignants donc, pour leurs enfants, sera aussi un outil puissant de réduction du coût de la pauvreté, etc., etc. Donc, je veux dire que toutes ces mesures donc, feront qu'en 2020, nous sommes très confiants sur le fait que nous aurons une baisse significative et qui sera appréciée donc, par nos compatriotes. Alors, concernant l'eau, c'est plutôt, de mon point de vue, les 31 régions pour lesquelles je pense que les problèmes seront réglés. Parce que là, nous avons très, très clairement un prêt qui est quasiment bouclé, le processus donc, est quasiment achevé, des taux concessionnels avec Exim Bank Chine pour les capitales régionales donc, de notre pays, pour régler le problème d'approvisionnement en eau. Maintenant, nous avons le programme Eau pour tous. Et dans le cadre de ce programme Eau pour tous, nous avons donc l'ambition d'aller plus loin au-delà de ces capitales régionales, de régler le problème donc, des sous-préfectures. Ça demeure donc être un objectif. Nous travaillons donc à la mobilisation donc, des financements. Mais ce que je peux vous dire, les financements qui sont acquis donc aujourd'hui sont ceux qui permettront que les capitales régionales aient un problème d'eau qui soit réglé donc, de manière donc, définitive, puisque ce prêt sera signé donc, cette année même donc, avec Exim Bank Chine. Et nous sommes en train de continuer de travailler à la mobilisation des financements dans le cadre du programme Eau pour tous, pour ce qui concerne donc, les chefs-lieux de sous-préfecture. Voilà, donc, merci. Nous sommes déjà à 2 heures. Voilà, la cérémonie devra bien prendre fin. Nous aurons tout à l'heure un cocktail après la séance de photos. Mais vous comprenez bien que nous allons terminer avec le mot de conclusion de Monsieur le Premier ministre. La liste des questions est encore là, mais malheureusement, nous ne pourrons pas continuer. Monsieur le Premier ministre. Je voudrais donc vous inviter pour votre mot de conclusion. Écoutez, je voudrais peut-être dire simplement que quand on voit où on était
en 2011 au sortir de la crise post-électorale. Je suis persuadé que beaucoup ici ou ailleurs n'auraient jamais imaginé, en sortant de la crise post-électorale en 2011, que notre pays serait là où il se trouve donc aujourd'hui. Que nous aurions eu une croissance économique sur toute la période jusqu'en 2018, en moyenne de l'ordre de 8% donc, par an. Les premiers chiffres de croissance que nous avons eus, on disait « Ah, c'est le rattrapage ». Tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas une affaire de rattrapage, c'est qu'il y a une dynamique économique, il y a des réformes importantes qui ont été menées sous la haute autorité du chef de l'État et qui ont donné des résultats. Il y a des investissements qui ont été faits, qui ont permis de tirer la croissance. Il y a l'amélioration du climat des affaires qui a permis d'attirer des investisseurs. Il y a des emplois qui ont été créés. On parle d'environ 2 600 000 emplois créés donc, sur la période, etc. Donc, personne n'imaginait que nous serions donc, là où nous sommes. Nous devons mesurer le chemin donc, qui a été parcouru. Qui fait que lorsque, en 2017, lorsque je m'étais rendu donc, à Londres, au London Stock Exchange, la Côte d'Ivoire, notre pays, était l'un des rares pays donc, francophones classés comme étant les pays qui sont prêts, donc émergents. Nous devons donc en être fiers. Ceci étant, donc, nous avons des défis, et c'est normal. Des défis notamment au niveau social, et le président de la République a décidé qu'au cours des 2 années qui viennent, 2019 et 2020, que le gouvernement puisse axer son action de manière encore plus forte donc, sur le social. Et c'est ce que nous nous sommes donc engagés donc, à faire. Je pense également que les conditions d'environnement général, au plan, je dirais donc, politique, que nous ne devons pas les dramatiser. Il n'y a pas de péril donc, à la demeure. Il y a des débats politiques qui peuvent être appréciés donc, différemment. Mais je pense fondamentalement que nous n'avons pas de vrai péril donc, dans ce pays. On a cette économie qui est forte, qui est résiliente. Quand on voit ce qui s'est passé en 2017 et le taux de croissance que nous avons fait donc, en 2017, nous avons un leadership respecté donc, dans le monde, donc le président Alassane Ouattara. Nous avons donc une économie, à nouveau, je vous dis, qui est bien diversifiée. Et nous avons un processus, il faut le dire, de cohésion et de réconciliation qui est en marche avec les décisions qui ont été prises donc, par le chef de l'État donc, le 6 août donc, dernier. Moi, je crois fondamentalement que la dynamique est bonne, elle est bien engagée. Il y a maintenant des débats politiques. Une recomposition d'une carte politique ne se fait jamais sans qu'il y ait donc, ce genre de débat. Mais il ne faut pas donner à ça plus d'importance que cela par rapport donc, aux problèmes que la Côte d'Ivoire peut vivre. De mon point de vue, il n'y a pas de problème grave auquel notre pays est confronté. Nous devons en être convaincus, chacun d'entre nous. Nous devons, pour nous responsables, en convaincre nos compatriotes. Quand nous allons à l'intérieur du pays, nous les voyons donc vivre en étant rassurés et ils ont des problèmes qui sont des problèmes spécifiques auxquels un gouvernement doit faire face de manière quotidienne. C'est tout. Le reste, le jeu politique d'Abidjan, et c'est l'appel que je veux lancer, peut-être aux acteurs politiques, notamment de l'opposition. C'est normal donc qu'il y ait ce jeu politique, c'est normal qu'il y ait ces débats. Soyons mesurés pour n'effrayer personne. Parce qu'au bout, on sait qu'il n'y aura rien de grave. Nous aurons des élections en 2020. Bon, elles se passeront bien. La Côte d'Ivoire va continuer. Nous, RHDP, compte tenu de ce que nous représentons aujourd'hui en termes d'élus, en termes d'implantation, nous sommes convaincus donc, que nous travaillerons à faire en sorte donc, que le climat dans ce pays soit donc, apaisé,
C'est un engagement fort du président de la République. Donc, ne nous faisons pas peur. Ne nous faisons pas peur et ne faisons pas peur donc, aux autres pour rien. La Côte d'Ivoire est bien partie sous le leadership du président Ouattara. Moi, j'ai confiance à l'avenir du pays. Continuons la main dans la main à travailler. Donc, et je suis sûr qu'on a un avenir radieux donc, devant nous. C'est la Banque mondiale qui disait qu'on était au bord du paradis. Alors, hein? Voilà, tenons-nous la main au bord du paradis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La cérémonie prend fin. Tout à l'heure, nous aurons le cocktail. Monsieur le Premier ministre vous invite à un cocktail, mais auparavant, il aura une session de photos de famille. Le temps pour lui de se faire enlever les microphones. Pour la photo de famille, ce sera avec les journalistes. La photo de famille tout à l'heure donc avec les journalistes, le ministre de la Communication et aussi les directeurs de la communication.